je ne vais pas évidemment parler de tous les pays d'Amérique latine, je vais me concentrer essentiellement sur Amérique du Sud. C'est déjà plus de 20 pays. Et non, c'est 13 pays, pardon. Avec des petites incursions quand même, on parlera un peu de Cuba, mais brièvement, et puis il y aura le débat de toute façon pour débattre de tout ça. L'idée, c'est d'essayer de tirer des leçons de où est-ce qu'on en est aujourd'hui, quel bilan on peut tirer de ces, disons, 20 dernières années, depuis l'élection d'Hugo Chavez en 1998 jusqu'à celle de Bolsonaro au Brésil dernièrement. Évidemment, il y a eu des changements de conjoncture, même des retournements de tendance, on pourrait dire. C'est pour ça que j'ai appelé ça reflux conservateur, fin de cycle et résistance populaire. On verra que parfois les mots ils tendent à figer un peu les situations, c'est compliqué, hein, c'est mouvant, c'est dialectique, on pourrait dire. C'est pas qu'un reflux conservateur, c'est pas qu'une fin de cycle, mais il y a de ça quand même très fortement dans la conjoncture actuelle. Si on compare les cartes, je vous montrerai des cartes tout à l'heure, la carte de l'Amérique latine il y a 8-9 ans et celle d'aujourd'hui, bon, ben, la couleur politique a largement viré au bleu, on peut dire, voire vers l'extrême droite, ce qui n'était pas le cas il y a 8-9 ans. Donc l'intérêt aussi, je pense que c'est de réfléchir sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché aussi, dans ces expériences progressistes ou nationales populaires ou de centre-gauche. Si on est à la tête du Brésil, c'est pas la même chose que d'être à la tête du Costa Rica par exemple, en termes de poids économique, de marge de manœuvre, de poids géopolitique, de capacité d'avoir un poids sur la scène internationale, ou même en termes des rapports de force sociaux. Parce que quand on est dans un pays de plus de 160 millions d'habitants, évidemment, c'est tout autre chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des petits pays sans importance et des pays avec de l'importance, c'est surtout des contextes qui sont fondamentalement différents. Si on met ça en richesse nationale, avec donc en pouvoir d'achat lissé, on va dire, vous voyez qu'entre Haïti et le Brésil, il y a une petite différence quand même. Entre le Nicaragua, le Paraguay, le Honduras et ce qu'on appelle parfois les trois grands, c'est-à-dire Brésil, Mexique, Argentine, évidemment, en termes de richesse produite annuellement, il y a un gouffre, mais aussi en termes de territoire, en termes de richesse naturelle, en termes de population, etc., etc. Donc il faut toujours avoir ça à l'esprit parce que parfois, même depuis la France, mais pas seulement depuis la France, on tente à généraliser en parlant de l'Amérique latine, comme si c'était une sorte d'ensemble homogène où tout le monde va dans le même sens. En fait, c'est pas du tout le cas, évidemment. C'est comme quand on dit, je sais pas, l'Europe. Et même encore plus, en fait. Parce qu'il n'y a pas ce différentiel, en tout cas au niveau de la zone euro, entre le Brésil et Haïti. Là, on est face à des inégalités abyssales, territoriales, sociales, de race, etc. Bon, je ne vais pas insister parce que je vais perdre beaucoup de temps, mais je vais quand même dire ça. Ce qui est intéressant, c'est que l'Amérique latine, dans les dernières années, ça avait été la région du monde où la pauvreté avait le plus reculé en même temps que les inégalités. Et ça, c'est une expérience historique fondamentale. Des années 2000 aux années 2012, c'est la région du monde où il y a le plus de recul de la pauvreté, mais aussi des inégalités sociales. Ce qui est quand même un élément intéressant à prendre en compte. On verra que les raisons sont multiples. Hein. Bien entendu, les gouvernements dits progressistes voudraient dire que c'est grâce à eux que ça a reculé. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, y compris dans les gouvernements dirigés par les droites. Il y a eu recul de la pauvreté et des inégalités. On était dans une conjoncture exceptionnelle, un âge d'or, qui a fait que la région a quand même marqué des points en ce sens, en termes de démocratisation sociale, on pourrait dire. Mais c'était tout à fait fragile, tout à fait relatif. Et on reste dans le continent, dans le sous-continent, dans la région de la planète qui est la plus inégalitaire au monde. Et évidemment, ça a des effets politiques tout à fait concrets. On y reviendra. Là, vous avez quand même un peu entre 90 et 2013, vous voyez la tendance lourde qui a été celle de la baisse de la pauvreté et de l'indigence en Amérique latine. Si on regardait aujourd'hui, de 2013, je vous termine le graphique,
jusqu'à 2019, c'est la courbe exactement inverse. On est en pleine remontée de la pauvreté et des inégalités dans tous les pays. Donc là, c'est assez catastrophique. Tout ce qui était présenté comme des avancées, certains disaient même structurelles. L'Amérique latine était rentrée dans un cycle de recul structurel de la pauvreté. En fait, non, c'était avant tout conjoncturel, malheureusement. Et les problèmes structurels, les obstacles au combat des inégalités sociales, territoriales, de race, mais aussi de la pauvreté qui concerne des dizaines de millions de personnes, en fait non, plus de 160 millions de personnes, sont toujours là, malheureusement, après quand même 15-16 ans d'expérience dite progressiste ou nationale populaire. Là aussi, je passe vite dessus. Bon, là, c'est des projections pour 2016, donc ça dure quelques années. C'était juste pour vous montrer que face à la crise du capitalisme mondial qui commence en 2007-2008, mais qui impacte très fortement la région en 2011-2012. Les pays n'ont pas eu la même expérience. Certains ont réussi à mieux résister face à la crise du centre du capitalisme, d'autres se sont effondrés. Donc là aussi, il y a une variété d'expériences face à la crise du capitalisme. Si vous regardez la Bolivie, c'est le bon élève. Elle a même été, le gouvernement d'Evo Morales a même été félicité par le FMI comme le meilleur élève de l'Amérique latine, en termes de croissance, de stabilité, de faible endettement, de réserve en devises, etc. À l'autre bout, vous avez le Venezuela. Donc vous voyez, là aussi, il ne faut pas faire gauche-droite, c'est pas une analyse gauche-droite en fait, c'est bien plus complexe que ça. Vous avez la Bolivie et le Venezuela qui sont souvent présentés comme les deux pays du radicalisme en Amérique latine, l'un félicité par le FMI dans sa résistance face à la crise, l'autre qui s'est complètement effondré dans le cadre de la crise qui commence en 2008. Donc je vous propose 3 points. Tout d'abord, donc penser l'Amérique latine, c'est penser en termes géopolitiques, c'est indispensable, évidemment, de manière globale. Penser politiquement, c'est aussi géopolitiquement, c'est toujours essentiel, mais surtout dans une région où le poids de l'impérialisme, le poids des grandes puissances a toujours joué un rôle clé dans les processus historiques, tout au long, depuis on pourrait remonter même à l'époque coloniale, mais en tout cas à l'époque contemporaine, vous savez, le poids des États-Unis, on verra que ce n'est pas le seul acteur dans la région. Donc je ferai un petit éclairage géopolitique, et ensuite on discutera de l'idée d'une fin du cycle. Est-ce qu'il y a vraiment fin de cycle des gouvernements progressistes ou de gauche ou nationaux populaires dans la région? Et pourquoi il y a cette crise, ce reflux et cette montée en force des conservateurs, voire des extrêmes droites? Le cas du Brésil est le cas le plus dramatique en ce sens, mais le cas vénézuélien est aussi dramatique. Et là, c'est très ambitieux. Je pensais faire plusieurs études de cas, mais je passerai. On pourra peut-être s'arrêter sur les pays qui vous intéressent le plus. Donc, il y aura peut-être des gens frustrés. Je sais qu'il y en a qui arrivent de Costa Rica, mais ils pourront justement nous parler de leur expérience dans le débat. Un petit éclairage géopolitique, donc. Donc, plusieurs images. Je vais passer rapidement dessus parce que j'ai plein d'images. C'est juste pour, disons, ponctuer mon propos. Là, vous êtes en 2005 à Mar del Plata. Il y avait eu une immense campagne contre la signature d'un méga traité de libre-échange qui s'appelait l'ALCA, qui était vraiment le projet stratégique des États-Unis dans la région, d'essayer d'intégrer dans une zone de libre-échange toutes les Amériques, du Canada jusqu'à la Terre de Feu. Et c'était vraiment, de ce point de vue, un des objectifs stratégiques des États-Unis pour la région, pour, disons, les décennies à venir, réussir à créer une méga zone de libre-échange sous domination états-unienne, évidemment, pour son poids économique évident, son poids militaro-industriel. Et en 2005, au sommet de Mar del Plata, ce projet de l'Alliance de libre-échange des Amériques a été rejeté, non seulement par la mobilisation sociale et populaire, mais aussi par cette brochette de dirigeants, notamment. Vous aviez donc une montée en force d'une géopolitique plus autonome
qui était porté par Chavez. Donc vous avez Fidel Castro, Hugo Chavez, Néstor Kirchner à Argentine, Lula da Silva au Brésil, et à la droite, le président de l'Uruguay, Vázquez. À ce moment-là, pour résumer, en 2005, c'est l'aboutissement de grandes mobilisations, mais aussi on est au cœur de ce que certains ont appelé le tournant à gauche ou la pink tide, la réorientation rose, si vous voulez, vers le rose de l'Amérique latine, où on avait la multiplication d'élections de gouvernements dits progressistes ou de gauche, et qui ont montré une certaine autonomie, plus ou moins relative, face aux États-Unis, en tout cas face à ce projet de l'ALCA, qui, j'insiste, était vraiment extrêmement important, qui a été porté par 3 présidents des États-Unis successifs, donc c'était pas une mince affaire, c'était vraiment une projection à 50 ans, et donc c'est quand même une défaite importante pour l'hégémonie états-unienne dans la région, et ça a montré en 2005 qu'il y avait quand même une certaine autonomie gagnée par les Latino-Américains face à l'oncle Sam, face aux géants du Nord, qui historiquement, bon là je ne fais pas un dessin, vous le savez, a quand même toujours eu une influence importante dans la région, jusqu'à soutenir des coups d'État, de Pinochet, de Pinochet au Chili, ou contre Arbenz au Guatemala, Grenade en 83, l'invasion du Panama en 89, etc., etc. Donc de ce point de vue, ça montrait une inflexion géopolitique, une nouvelle autonomie gagnée de la région, qui était relative, mais quand même notable. Et il y avait un peu cette illusion qu'on allait mettre dehors, en fait, l'ogre impérialiste, et arriver à forger des alliances qui seraient latino-américaines, pour les latino-américains, par les latino-américains, dans une perspective donc bolivarienne. En rappelant cette figure tutélaire qui est Simon Bolivar, hein, le grand indépendantiste vénézuélien qui a participé à la libération de plusieurs pays du nord de l'Amérique du Sud, et qui donc a toujours prêché l'idée de l'unionisme des hispano-américains face aux influences étrangères, face évidemment à l'Europe, mais aussi en anticipant ce que pourrait être une hégémonie d'autres puissances type États-Unis. Donc cette idée bolivarienne d'une autonomie des peuples, des forces politiques, des gouvernements latino-américains, elle a quand même été largement réactivée, rénovée dans ces années 2000, et elle a eu des effets concrets. C'est pas seulement idéologique, elle a eu des effets concrets. La défaite de l'ALCA, c'est vraiment un effet concret extrêmement important, j'insiste là-dessus, du point de vue des intérêts états-uniens dans la région. Mais en même temps, il y avait cette illusion qu'on l'avait mis dehors, quoi, que c'était la fin de l'impérialisme, l'autonomie gagnée, et bien entendu, les choses sont un petit peu plus compliquées que ça. Là, par exemple, vous avez les bases militaires états-uniennes en Amérique du Sud, tous les petits points noirs. On pourrait donner d'autres exemples, mais évidemment, les États-Unis ont toujours des réseaux de pouvoir extrêmement forts dans la région, qui sont militaires, déjà. C'est la région du monde où il y a le plus de bases militaires états-uniennes, mais aussi économiques, idéologiques, en termes de soft power, comme on dit aujourd'hui, les réseaux d'influence culturelle, la capacité d'intervenir, pas seulement par le biais militaire, mais aussi du politique, du culturel et du poids des transnationales états-uniennes dans la région. Là, il y a une autre image qui était un peu symbolique. Dans ces années 2000, notamment sous l'impulsion de Hugo Chavez, mais aussi accompagné, plus ou moins, mais accompagné par d'autres gouvernements centraux comme le Brésil de Lula, il y a eu la mise en place d'expériences d'intégration régionale. Ce qui était vraiment la revendication clé de toute une partie de la gauche latino-américaine depuis au moins les années 60, mais même avant. Pouvoir construire des formes d'intégration régionale sans les États-Unis. Pouvoir s'entendre de manière multilatérale sans les États-Unis, sur le plan économique, diplomatique, pour pouvoir par exemple avoir un gazoduc latino-américain qui traverse toute l'Amérique du Sud, pour pouvoir avoir des formes d'infrastructures, par exemple le train, pour pouvoir s'entendre sur le plan diplomatique, régler les conflits, parler de la paix sans l'OEA, sans l'Organisation des États américains. C'est cette idée-là qui était au cœur des discussions dans la région. Vous savez que l'OEA, l'Organisation des États américains, elle est forgée au début de la guerre froide
en 1947, et c'est vraiment un instrument diplomatique des États-Unis dans la région. Fidel Castro l'appelait à juste titre le ministère des colonies. Et donc ce ministère des colonies, il paraissait avoir, disons, un peu de plomb dans l'aile face à ces expériences d'intégration dites alternatives. Il y a eu la communauté des États latino-américains et de la Caraïbe qui, pour la première fois, a intégré l'ensemble des États latino-américains et de la Caraïbe sans les États-Unis. Donc c'est un organisme qui ne dépendait plus, comme c'est le cas de l'OEA qui dépend très clairement des États-Unis, de ses voisins du Nord. Mais il y a aussi, vous avez sûrement entendu parler, l'ALBA, qui est directement impulsé par le processus bolivarien, par Hugo Chavez, qui était vraiment une tentative d'intégration là alternative au néolibéralisme, qui était resserrée sur le cœur, disons, des gouvernements les plus proches du processus bolivarien du Venezuela. On retrouvait la Bolivie, Cuba, l'Équateur, le Nicaragua, et qui a commencé à proposer, à défaut de réussir vraiment à stabiliser cette proposition, à proposer des formes alternatives d'intégration économique, au-delà du diplomatique. Par exemple, le troc, des médecins cubains contre du pétrole. Évidemment, la force de l'ALBA, c'était d'avoir au centre la première réserve de pétrole de la planète, c'est-à-dire le Venezuela. C'était ça le moteur, finalement, de l'ALBA, qui a fait que ça a commencé à fonctionner, mais avec de nombreux problèmes, et la crise vénézuélienne a complètement enterré cette proposition alternative. Mais avec des idées qui restent, en tout cas. Le troc entre pays, reconnaître les asymétries entre les pays, par exemple, si tu es un petit pays, je suis un grand, et bien tu donneras moins que ce que je vais donner moi, etc. etc. Je peux subventionner, y compris ton énergie, contre des services, par exemple. Donc une perspective qui est complètement alternative au néolibéralisme, qui est basée sur la théorie des avantages comparés, sur le marché pur et sur la concurrence à tout. Le petit problème, c'est que là aussi, l'ALBA, comme je l'ai dit, est plus que du plomb dans l'aile aujourd'hui, et même quasiment ne fonctionne pas. Parler de la géopolitique latino-américaine, évidemment, c'est parler de Cuba, c'est parler de la Colombie, c'est-à-dire de points clés de tension dans la région, historique. Aujourd'hui, il y en a d'autres, c'est le Venezuela notamment et le Brésil. Mais historiquement, il y avait deux points clés de tension, la révolution cubaine et son affrontement avec les États-Unis, le blocus. Et d'autre part, le conflit colombien, on parle quand même de 6 millions de paysans déplacés, de dizaines de milliers de morts, de 50 ans de guerre, donc c'est pas une petite affaire. Et là aussi, il y avait des sources d'espoir. Vous savez qu'il y a eu un accord de paix qui a été signé en Colombie, notamment sous les auspices de Cuba. Là aussi, en termes géopolitiques, ça montre les inflexions qui ont eu lieu dans la région. C'était quelque chose de difficilement envisageable que Cuba soit reconnu dans le concert latino-américain comme l'hôte du processus de paix et facilite ce processus de paix. Processus de paix aujourd'hui, on pourrait y revenir dans le débat, qui est vraiment mis à mal. Le nombre de syndicalistes, de paysans, de femmes assassinées est toujours aussi élevé en Colombie, voire plus élevé qu'avant le processus de paix. Et il y a des menaces permanentes sur les guérillas qui ont baissé les armes. Plusieurs d'entre eux ont même été assassinés. Et de sinistre mémoire, puisque vous savez que dans les années 80, il y a eu un processus de démobilisation qui a conduit à l'assassinat de plus de 3000 militants guérilleros qui s'étaient démobilisés. Ils ont été assassinés systématiquement ensuite, par la suite. Donc avec de nombreux dangers sur cette expérience de paix en Colombie. On pourrait y revenir. Et je termine ce bref panorama avec trois images. Celle-ci, Obama essaie de mettre son bras sur l'épaule de Fidel Castro. Mais vous voyez que Raúl Castro, vous voyez, retient son bras. C'est une image historique, on pourrait dire, extrêmement intéressante, qui résume un peu les tensions à l'œuvre dans ces années 2005-2010. Non, on peut aller même jusqu'à 2013. Vous savez que durant le mandat d'Obama, il y a eu un rapprochement
un réchauffement des relations diplomatiques avec Cuba. Intelligemment, Obama et son entourage ont compris que le blocus, finalement, n'était peut-être pas la meilleure manière de faire rentrer plus facilement le capitalisme à Cuba, que peut-être en négociant, ça irait mieux. Et donc il y a eu un début de négociation, tout à fait relatif, mais il y a quand même réouverture des ambassades, des relations diplomatiques, etc. Et cette ouverture a signifié réintégrer Cuba quand même dans le concert diplomatique latino-américain. Cuba était exclu depuis la Révolution, depuis les années 60, de la diplomatie, des sommets latino-américains. Là, il a été réintégré au travers de la figure de Raúl Castro, suite au décès de Fidel Castro. Et donc l'entourage de Raúl avait dit, surtout à chaque fois qu'un président des États-Unis rencontre un pays du Sud, qu'est-ce qu'il fait? Il met la main sur l'épaule et il dit, c'est bien mon petit, on va te raconter ce qu'il faut faire. Et donc il lui avait dit, surtout s'ils veulent mettre la main sur ton épaule, tu fais tout pour qu'il n'y ait pas cette photo. Donc qu'a fait Raúl Castro? Il a attrapé sa main, il l'a tenue pendant 1 minute, et au bout d'un moment, Obama s'est marré et a retiré sa main. Donc cette relation en tension, disons, qui s'est mise en place, et qui aujourd'hui n'est plus une relation en tension, mais une relation de nouveau de conflit radical, de conflit ouvert à l'ère de Trump. Vous savez que Trump est revenu sur toutes les petites avancées diplomatiques qu'il y avait eu, et même a renforcé le blocus commercial sur plusieurs aspects contre Cuba. Ce qui est impressionnant, c'est que d'une certaine manière, on est rentré dans une période de guerre froide interaméricaine. Et il y a plusieurs aspects qui marquent cette... Je ne dis pas qu'on est revenu en arrière, mais il y a des aspects qui font penser à quel point on est dans une période où, par exemple, le délire contre le communisme ou l'assimilation du processus bolivarien a remplacé un peu ce que c'était le communisme à l'époque de la guerre froide. Mais aussi, il y a des personnages sinistres, là encore, comme Elliot Abrams, qui est connu dans toute l'Amérique centrale comme étant celui qui a organisé la guerre sale contre la révolution nicaraguayenne, par exemple. Elliot Abrams, c'est l'homme de l'affaire Iran-Contra-Gate, où la CIA vendait de la cocaïne clandestinement pour payer les armes, pour alimenter les contras contre la révolution sandiniste au Nicaragua. Celui qui était à la manœuvre à l'époque, c'était déjà Elliot Abrams. Et qui appelle Trump pour régler, entre guillemets, le problème au Venezuela, c'est le même Elliot Abrams. Et si vous voyez l'entourage actuel, Pompeo, Pence, ceux qui pensent la politique du Pentagone, notamment pour l'Amérique latine, eh bien ce sont vraiment des néoconservateurs, des faucons, moi je dis parfois des vrais cons, excusez-moi, des faucons, qui ont une vision totalement impérialiste envers l'Amérique latine. Et dans une perspective, qui ont été formés dans une vision de guerre froide, très clairement. Donc c'est quand même inquiétant pour la région. Et en même temps, faire croire qu'on serait de retour au XXe siècle, à la guerre froide, au bon vieux impérialisme made in USA, en fait, c'est pas du tout la situation. Évidemment, le monde a basculé, il a basculé notamment vers l'Asie, et un des acteurs clés dans la géopolitique latino-américaine aujourd'hui, c'est la Chine. De fait, une grande partie de l'agressivité déclarée de Trump en Amérique latine, c'est essayer de ne pas perdre du terrain ou de regagner du terrain face à la Chine, qui est devenue le premier partenaire commercial de pays clés de toute la région. Aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus le partenaire commercial du Brésil, par exemple, c'est la Chine. Du Chili, non, c'est la Chine. Ils sont le deuxième partenaire commercial d'un pays comme le Mexique, qui est pourtant complètement intégré au réseau économique états-unien, avec un accord de libre-échange. Et pourtant, la Chine est déjà le deuxième partenaire commercial. Donc si on continue à voir les formes de l'impérialisme, on pourrait dire, comme au XXe siècle, en fait, on n'a pas compris ce qui est à l'œuvre au niveau planétaire. Un déplacement radical de l'axe géopolitique de la planète, mais dans un contexte où les États-Unis restent la première puissance industrialo-militaire du monde. Et ça, c'est pas un petit détail. À la côté, la Chine reste un nain de jardin sur ce plan. Mais par contre, sur le plan commercial, économique, en Amérique latine, la Chine est à l'offensive, la Chine contrôle des ressources naturelles, des terres, les réseaux commerciaux, de plus en plus, et ils ont pour ambition de multiplier par 10
leur commerce avec l'Amérique latine dans les 10 ans à venir. Et ils ont déjà multiplié par 10 dans les 10 années passées. Donc vous voyez que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il faudra débattre s'il s'agit d'un impérialisme chinois en Amérique latine qui tente à déplacer l'impérialisme états-unien. Là, il y a des débats. Il y a Claudio Katz, le marxiste argentin, qui dit c'est pas si mécanique que ça. Il pense même que la Chine pourrait être un allié potentiel d'un gouvernement en rupture face aux États-Unis. Mais en tout cas, il y a des discussions à mener parce que les Chinois, ils viennent pas pour le bon développement de l'Amérique latine. Ce qu'ils recherchent, c'est des terres, des ressources et utiliser l'Amérique latine comme une zone plateforme pour pouvoir atteindre des marchés qui leur sont fermés, par exemple les États-Unis. Parce que si vous êtes présent dans un pays qui a signé des accords de libre-échange, le Chili par exemple, avec les États-Unis, que vous êtes une entreprise chinoise, eh bien ça vous ouvre le marché états-unien. Donc là aussi, c'est à mon avis essentiel. Bon, je ne m'appesantis pas trop sur la géopolitique, mais vous voyez quand même que ça a des applications évidentes pour comprendre ce qui s'est passé dans les 15 dernières années. 98-2018, c'est quand même un temps moyen, on va dire, de décennies. C'est pas à l'échelle de l'histoire, c'est peu, mais en termes de politique, disons, du quotidien, c'est beaucoup. Il y a eu, regardez cette carte, elle est quasiment toute rose, en fait, c'est l'Amérique du Sud, dans les moments de la vague rose, comme on l'a appelé parfois, ou du tournant à gauche, 2000-2010, où vous aviez quasiment l'ensemble de l'Amérique du Sud, où il y avait des gouvernements dits de centre-gauche progressistes, ou nationalistes populaires, ou nationaux populaires. Si on regardait la carte aujourd'hui, elle serait quasiment toute bleue. Là, vous l'avez il y a 3 ans, mais aujourd'hui le Chili est bleu, l'Équateur je le mettrai en bleu aussi. Donc en gros il reste d'une certaine manière la Bolivie, le Venezuela et l'Uruguay. Donc vous voyez la petite différence entre cette carte et une carte quasiment toute bleue. En même temps là aussi les couleurs c'est dichotomique et ça ne nous dit pas grand chose sur la réalité des processus. Puisque ce qu'on va essayer de voir, c'est qu'en fait, les reflux et les reculs, ils sont aussi, parfois et même très souvent dans ces expériences-là, endogènes. C'est-à-dire que c'est au sein même des processus progressistes que les reculs ont commencé. C'est durant les mandats des gouvernements dits de gauche qu'on a vu reculer des droits démocratiques, les questions économiques, etc. Donc c'est pas seulement une histoire de basculement électoral, comme pourrait le faire croire la carte quand on la montre comme ça en rose et en bleu, évidemment. Qu'est-ce qui a marqué la période? Quand on a commencé à décrire l'idée d'un tournant à gauche, en fait, ce qu'il y avait surtout derrière, c'est l'Amérique latine des années 90, vous vous rappelez peut-être, c'est l'Amérique latine du néolibéralisme le plus radical, le plus sauvage, des ajustements structurels du FMI. On a privatisé tout ce qui restait à privatiser de manière vraiment brutale. Dans ces années 90, il y a eu une réactivation des conflits de classe, des mouvements populaires, des mouvements syndicaux, paysans, indigènes et féministes, notamment à la fin des années 90. Pour résumer, pour aller très vite, face à, disons, au rouleau compresseur néolibéral, il y a eu quand même des réactivations des conflits sociaux, des conflits de classe, des mouvements populaires, qui ont commencé à remettre en cause cet agenda et ce consensus de Washington, comme on l'appelait à l'époque. Ces conflits, ils sont déroulés de manière finalement différenciée. Parfois de manière très explosive, très radicale et violente, comme en Bolivie. Vous avez eu la guerre de l'eau, la guerre du gaz, l'affrontement avec des paysans et d'anciens mineurs avec l'État néolibéral bolivien, y compris l'affrontement physique face à la police militaire, on parle de dizaines de morts dans ces guerres de l'eau et du gaz, pour essayer de reconquérir le droit sur les ressources naturelles. Et d'une certaine manière, la question des ressources naturelles a été au cœur de toutes ces réactivations des luttes de la fin des années 90. Puisque qu'est-ce qu'avait fait le néolibéralisme, les transnationales, c'est
accumulation par dépossession, comme le dit David Harvey, c'est-à-dire prendre tout ce qui est bon à prendre sans investissement ou avec peu d'investissement. Et qu'est-ce qu'il y a en Amérique latine? Des ressources, alors j'aime pas des biens communs naturels, qui ont été privatisés par ces transnationales. Et les luttes, une grande partie des luttes qui sont menées dans les années 90, elles étaient justement pour reconquérir ces biens communs naturels qui avaient été privatisés, saccagés dans l'ère néolibérale. L'exemple bolivien est peut-être le plus parlant. Vous avez peut-être vu le film Pas de même la pluie, Pas de même la pluie s'appelle, c'est ça, avec Gaël Garcia Bernal. Là, on a un exemple d'une radicalisation des mouvements et des classes populaires contre l'État néolibéral, contre l'autoritarisme néolibéral. Et ces revendications, elles étaient sur les biens communs naturels, mais aussi pour la démocratisation, pour changer les systèmes politiques, pour reconquérir une autonomie, une souveraineté populaire face aux géants du Nord, aux transnationales, etc. Et ça, on l'a retrouvé dans plusieurs pays. Pas toujours avec la même radicalité ou voire la même violence qu'il y a eu en Bolivie, mais des résistances massives, populaires, on les a eues dans tous ces pays, peut-être avec 4 expériences ou 4 grandes rébellions. La Bolivie, qui a conduit à l'élection d'Evo Morales, finalement. C'est un effet différé de toutes ces grandes luttes qu'il y a eu, la création du mouvement au socialisme et l'élection de Morales en 2005. L'Argentine, 2001, vous vous rappelez peut-être, Que se vayan todos, qui s'en aillent tous, vous avez les films de Pino Solanas, l'effondrement complet du néolibéralisme géré par Menem à l'époque, qui vient du péronisme, comme Cristina Kirchner d'ailleurs. Et face à cet effondrement, des grandes mobilisations des classes moyennes, des piqueteros, des sans-toit, des sans-travail qui bloquent les routes pendant des mois et qui, d'une certaine manière, aboutit à l'élection de Cristina Kirchner, faute d'alternative vraiment à gauche, on peut dire. Voilà. En tout cas, c'est le péronisme lui-même, une fois de plus, le péronisme kaléidoscope, caméléon, qui produit le néolibéralisme et sa gauche en même temps. Et donc, il s'adapte à la conjoncture. Donc, c'est lui qui avait créé l'effondrement de 2001. C'est lui qui rafle la mise en 2003 avec son aile gauche, avec les Kirchner. Nestor, puis Christina. Mais là aussi, rappelons quand même qu'il y a eu des grandes luttes menées contre les banques, contre le système financier qui s'est effondré. Le Venezuela, 89, le Caracaso, l'émeute à Caracas, il y a peut-être plus de 1000 morts. Puis finalement, 92, coup d'État du jeune commandant Hugo Chavez, coup d'État loupé. Et finalement, il revient par la fenêtre grâce aux élections. Il avait loupé le coup d'État, il revient par les élections. 98, élection du mouvement Quinta República, 5e République, menée par le même Hugo Chavez qui avait loupé son coup d'État en 92. Là aussi, c'est plutôt une rupture avec le néolibéralisme ou avec, disons, le système politique qui s'était installé à l'époque, depuis les années 50, fin des années 50 au Venezuela, mais autour d'une figure charismatique, plutôt que sur la base d'une grande lutte populaire comme on avait eu en Bolivie. Et puis on pourrait citer le cas de l'Équateur, où il faut quand même rappeler qu'en Équateur, la dynamique des luttes indigènes de la fin des années 90 a été exceptionnelle autour de la Confédération des Nations Indigènes d'Équateur, qui a quand même fait chuter plusieurs gouvernements, qui a ensuite s'est plus ou moins dévoyé au sein d'un gouvernement avec Gutiérrez, un militaire, mais quand même qui avait commencé à fragiliser tout ce qui était la domination néolibérale en Équateur, la longue nuit néolibérale, comme disait Rafael Correa en Équateur. Donc tout ça pour vous dire que toutes ces luttes, notamment des peuples indigènes, des mouvements paysans qui ont été vraiment au cœur de la réactivation des luttes anti-néolibérales, finalement elles se sont traduites à un moment donné sur le plan politique et électoral. Parfois par la création de nouvelles forces politiques, Movimiento Quinta República au Venezuela, MAS en Bolivie, Alianza País en Équateur, ou parfois dans le cadre de forces politiques déjà largement installées dans les institutions, parfois depuis des décennies. Exemple, le Brésil, le Parti des travailleurs, qui a une longue histoire institutionnelle depuis la fin de la dictature, qui a conquis des mairies, ensuite des États fédérés, pour finalement, au bout de la 4e fois, Lula gagne les élections au Brésil.
Donc cette crise du néolibéralisme en Amérique latine, il avait conduit à ce qu'on a appelé la vague rose, ou cette réorientation sur le plan électoral. Mais derrière la vague rose, en fait, il y a une grande différenciation d'expérience. Certains ont commencé à dire qu'il y avait les gouvernements dits radicaux et ceux qui étaient ceux du centre-gauche, sociolibéraux. C'était une manière de caractériser finalement. C'est ce que fait Claudio Katz, que j'ai cité tout à l'heure, le marxiste argentin. Lui, pour résumer, il dit les gouvernements nationaux populaires plutôt radicaux anti-impérialistes avec Bolivie, Équateur, Venezuela, Evo Morales, Correa, Chavez, et de l'autre, un centre-gauche plus institutionnalisé, au social-libéral parfois, où on trouve le PT comme symbole, un PT qui est devenu d'anticapitaliste. Rappelons la campagne de Lula en 89, hein, c'est pour le socialisme contre le capitalisme. C'est ça le centre de la campagne présidentielle de Lula. Et en 2002, quand il gagne, c'est Paix et Amour. La lettre de Lula aux Brésiliens, elle est intitulée Paix et Amour. Et c'est pas Paix et Amour seulement entre les Brésiliens, c'est Paix et Amour aussi avec le capital. C'est-à-dire, il proposait un programme de conciliation de classe. Je vais redistribuer aux plus pauvres, mais je serai herbivore envers les classes dominantes. Donc là, on a un peu deux modèles et deux niveaux d'institutionnalisation aussi. Ce qu'on oublie parfois, c'est-à-dire les systèmes politiques sont aussi différents. Ça joue sur les dynamiques politiques en cours par la suite. En tout cas, on a pu prendre ces photos-là au cœur de la vague rose, on va dire, où on avait, parfois les journalistes étaient tout à fait fascinés de pouvoir dire on a le président chrétien, humaniste, qui a refusé, qui a démissionné de son ministère de l'économie parce qu'il refusait de payer la dette, Correa. On a l'ancien syndicaliste indigène qui redonne une couleur au pouvoir en Bolivie, qui réincarne notamment les classes populaires et indigènes dans un pays qui est majoritairement indigène, Evo Morales. On a une femme, les femmes ne sont pas très nombreuses à la tête des gouvernements en Amérique latine, mais en général dans le monde. Là, dans ce cas-là, Cristina Kirchner. Et là, il y avait déjà Maduro, mais on aurait pu mettre Chavez. On a Maduro, ex-syndicaliste, chauffeur de bus, qui a appartenu à la gauche radicale vénézuélienne, où on avait Chavez avant, qui était lui-même métis, un militaire en rupture avec l'oligarchie vénézuélienne. Donc finalement, il y avait cette impression qu'il y avait une rupture en cours, pas seulement avec le néolibéralisme, on était entré dans une phase post-néolibérale, certains disaient, mais y compris avec les élites, avec les classes dominantes qui historiquement ont dominé les États latino-américains, qui sont des États profondément marqués par le colonialisme, l'oligarchie, blanche, raciste, masculine, etc. Je vais ensuite développer sur certains cas, dès les années 2007-2008, mais même avant, en fait, il y a un ensemble de problèmes qui étaient au cœur de ce processus progressiste ou nationaux-populaire, qui ont d'ailleurs été théorisés et même anticipés d'une certaine manière par celui qui a été un idéologue du tournant à gauche, c'est García Linera, l'intellectuel, le sociologue et le vice-président bolivien, qui a écrit beaucoup d'ouvrages pour essayer d'expliquer à ses amis de la gauche, à ses amis intellectuels, pourquoi la seule voie possible était d'une part l'État, alors que pendant longtemps, Linera a conspué l'État, c'est-à-dire l'État était l'ennemi. Il a même combattu par les armes l'État, Linera. Finalement, la voie électorale, la conquête de l'État était devenue la seule voie possible pour la transformation sociale en Amérique latine. Et d'autre part, il fallait faire des compromis, notamment avec les élites, avec les classes dominantes, avec les élites économiques, pour pouvoir commencer un processus de réforme qui, à terme, signifierait une transformation radicale des sociétés latino-américaines. D'une certaine manière, Linera a reconnu qu'on revenait à un débat entre réformisme et révolution, mais réactualisé au XXIe siècle, et sur la base, disons, de ce qu'il a appelé les tensions créatives de la révolution. Donc Linera reconnaissait dès la conquête électorale de Morales qu'il y avait des tensions créatives. Les tensions créatives, c'est notamment que devient la gauche quand elle gagne la tête de l'État, et que tous ses militants deviennent des fonctionnaires, des bureaucrates, des ministres, des vice-ministres, etc.
Deuxièmement, que devient la gauche quand elle doit gérer le marché et, c'est le cas de l'Amérique du Sud, quand elle est sous pression permanente du marché mondial et des grandes transnationales. Évidemment, quand on est la Bolivie, un petit pays qui a été affamé par le colonialisme et l'impérialisme pendant des siècles, c'est moins facile de rompre avec le capitalisme et de mettre en place des réformes radicales que quand, par exemple, on est le Brésil. Enfin, c'est en tout cas différent. Mais Cuba a démontré très clairement que c'est possible de rompre et d'avancer très rapidement avec des mesures révolutionnaires. Obstacle que mentionnait aussi l'INERA, c'est la question du modèle de développement. Comment sortir de la dépendance et de ce qu'on appelle aujourd'hui l'extractivisme, ou le méga-extractivisme, ou le néo-extractivisme. C'est-à-dire des économies qui sont dépendantes à une échelle majoritaire de leur PIB de l'extraction de leurs biens communs naturels. Et sont dépendantes en les vendant très souvent de manière brute sur le marché mondial ou qu'elles sont carrément directement extraites par des transnationales sur leur sol. Là aussi un obstacle majeur. Comment sortir aussi de la division latino-américaine, le manque de coordination entre les pays, alors que quasiment tous les pays latino-américains sont insérés sur le marché mondial, dans le cadre de la division internationale du travail, de la même manière, plus ou moins de la même manière. C'est-à-dire que quand vous êtes un pays qui dépendait de l'exportation, extraction-exportation de matières premières, et que votre voisin fait la même chose, et que votre autre voisin fait la même chose, et que toute la région fait la même chose, c'est beaucoup plus difficile de penser une intégration complémentaire, puisque vous êtes en concurrence face au marché mondial. Donc là aussi, il y a un obstacle qui est majeur. Donc toutes ces questions ont commencé à être débattues, mais aussi à devenir très concrètes. Autre question, autre obstacle, tension créative selon l'INERA, c'est la distance croissante entre l'État qui a été conquis, ou le gouvernement plutôt, qui a été conquis par la gauche, le centre-gauche, et ses bases sociales, et notamment les mouvements populaires. Des mouvements populaires qui sont de plus en plus mis à distance de la gestion bureaucratique quotidienne de l'appareil d'État. Voire des mouvements populaires qui deviennent des adversaires de ces gouvernements dits progressistes. Et le mouvement progressiste commence, y compris, à les réprimer, à s'affronter à ces mouvements qui les avaient pourtant portés au pouvoir auparavant. Donc des obstacles qui sont tout à fait considérables, qui ne sont pas faciles à régler. Je ne suis pas en train de dire que j'ai la solution, il faut le faire, c'est facile. Mais en tout cas, c'est tous ces obstacles qui se sont accumulés et qui ont mis à nu finalement toutes les contradictions et les limites de ce tournant rose ou tournant à gauche qui s'est avéré dans certains cas capable d'ouvrir la voie à des effondrements comme au Venezuela, j'y reviendrai, ou d'ouvrir une voie électorale suite à des coups d'État institutionnels à l'extrême droite, comme au Brésil. Il y a des positions intermédiaires, c'est pour ça que c'est complexe. Si vous regardez la Bolivie aujourd'hui, il n'y a pas d'effondrement type Venezuela, il n'y a pas de coup d'État institutionnel type Brésil, il y a une certaine stabilisation, mais avec des tendances qui sont qualifiées autoritaires ou de plus en plus autoritaires par une partie du mouvement populaire bolivien. Par exemple, le fait que Evo, malgré le référendum contre sa réélection, sa possible réélection, va se représenter en modifiant la Constitution. Cette question du modèle de développement et de l'extractivisme, elle est clé, à mon avis, pour l'ensemble des pays. S'il y a quelque chose qui unit ces processus qui finalement sont très différents entre eux, c'est la difficulté à sortir de la dépendance. Au contraire, il y a des travaux de Pierre Salama qui montrent que l'Amérique latine est plus dépendante aujourd'hui qu'il y a 20 ans. C'est-à-dire que durant le cycle progressiste, le niveau de dépendance aux exportations en matières premières de l'Amérique latine s'est renforcé. Une explication est simple, c'est que le prix des matières premières a été tellement haut pendant les années 2002 jusqu'à 2006 que qu'ont fait les gouvernements, qu'ils soient dits révolutionnaires ou sociolibéraux ou carrément de droite, ils ont dit on a une manne ici, exploitons, extrayons,
Ça va nous permettre d'avoir des devises, d'avoir du cash, de pouvoir mettre en place des politiques sociales et en plus d'être réélu parce que finalement, avec ce cash sous la main, on peut quand même faire de la clientèle électorale. Le problème, c'est que quand il y a une tendance inverse et l'effondrement, en tout cas la crise du capitalisme de 2007-2008, qui impacte ensuite le prix des matières premières, eh bien ce cash, il n'y est plus, mais c'est l'ensemble de l'économie qui est affecté. L'ensemble de la capacité de l'État de mettre en place les politiques sociales qui ont été promises, et en fait c'est toute la machinerie qui est enrayée et qui s'effondre. Effectivement, les gouvernements progressistes, durant la période de l'âge d'or, disons, du tournant à gauche, ont effectivement redistribué une partie de la rente des matières premières. Ça, c'est vrai. Donc quand les néolibéraux, la droite latino-américaine dit c'était que saccage et corruption, non, il y a une partie de la rente qui a été redistribuée dans des programmes sociaux, ce qui explique l'amélioration du niveau de la santé, de l'éducation, des infrastructures, des ports, des aéroports, des hôpitaux, etc. dans cette période. Ça, c'est démontré par les indices de l'ONU, de la CEPAL, etc., etc. Donc il y a eu une redistribution au travers très souvent de programmes aussi de transfert conditionné, donc c'est pas très révolutionnaire, hein, c'est même l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, conseille au gouvernement de mettre en place des programmes de transfert conditionné vers les plus pauvres. C'est pas la révolution, mais en tout cas ça a eu des effets concrets sur l'amélioration du niveau de vie. Sauf que quand la manne s'est effondrée, eh bien les programmes avec eux sont effondrés, et l'insertion des classes populaires s'était faite avant tout par la consommation, par des microcrédits, et pas par un changement structurel des relations de classe en Amérique latine. Pas par un changement structurel des modèles de développement et de la dépendance. Et c'est là, mais je vais revenir. Je suis peut-être déjà en train d'être très long, je crois que je suis à 35, quelqu'un m'a compté là 35, ok. Très bien. J'explique par exemple... Là, vous avez le peuple chouar qui s'est affronté directement avec l'administration Correa en Équateur, avec la dite révolution citoyenne. Et la révolution citoyenne a terminé par mettre en prison les leaders chouars qui s'opposaient au projet d'extraction dans certaines régions de l'Équateur. C'est qu'un exemple parmi d'autres, hein, on pourrait les retrouver dans tous les pays. Disons qu'un indice quand même de cet retournement de tendance, avant même que les droites ne regagnent les administrations, c'était la multiplication des affrontements entre les mouvements populaires, les classes populaires organisées et les gouvernements dits de gauche. Quand vous commencez à avoir une conjoncture où se multiplient les affrontements, voire les répressions, voire les assassinats, c'est quelque chose en train de se passer, avant même qu'il y ait ensuite retournement de tendance sur le plan électoral ou politique. Alors, je vais être sélectif. Une petite image avant, tout ce que je viens de vous dire, on pourrait dire, mais alors le Mexique vient de passer au centre-gauche. Donc le Mexique, on pourrait dire que c'est un progressisme tardif dans le cycle que je viens de décrire. Puisque alors que le reste de la région est en train de basculer vers la droite, ou vit des effondrements dramatiques, comme au Venezuela, le Mexique, lui, pour la première fois, après 70 ans de parti-État, après la droite néolibérale au pouvoir, élit un gouvernement qu'on peut qualifier, disons, de centre-gauche, avec AMLO, López Obrador, qui a essayé plusieurs fois avant d'y arriver, mais il a réussi, il a même dû être... il a perdu une fois parce qu'on a fait une fraude électorale, il faut quand même le rappeler. Donc là aussi, juste pour confirmer que les tendances, ce ne sont que des tendances. Ce qui se passe au Mexique tente à contredire tout ce que je viens de vous expliquer par ailleurs. Mais si on se concentre sur l'Amérique du Sud, ça marche quand même ce que je viens de vous raconter. On pourrait en parler tout à l'heure, mais là aussi, les tensions sont déjà très très fortes entre le gouvernement dit de centre-gauche et toute une partie du mouvement populaire, et notamment ce qui est la rébellion historique quand même, le mouvement zapatiste. Alors, si vous voulez, on peut avoir un débat aussi sur le mouvement zapatiste, parce que je sais que les avis sont parfois très tranchés. Il y a certains camarades mexicains qui pensent que les zapatistes sont à côté de la plaque aujourd'hui. En tout cas, ce qu'ils disent, c'est quand même à tenir en compte et intéressant, là aussi sur le projet, sur le modèle de développement que propose AMLO pour le Sud-Mexique,
eh bien les zapatistes disent on reste dans une vision néo-développementiste, extractiviste, capitaliste évidemment, et donc ils appellent à résister déjà à 3 mois, 4 mois d'élection face à ce gouvernement dit de centre-gauche. Un pays clé quand même de ce retournement de tendance, évidemment, c'est le Brésil. Là, ce qui s'est passé au Brésil, c'est pas seulement dramatique pour les Brésiliens et les Brésiliennes, c'est pas seulement dramatique pour l'Amérique latine, c'est disons, un reflux, une catastrophe qui est planétaire. On se retrouve avec un dirigeant néofasciste ou fascisant ou d'extrême droite, là aussi les caractéristiques peuvent être discutées, à la tête de la principale puissance latino-américaine et avec une orientation clairement, disons, anti-classe populaire, néolibérale sur le plan économique et fascisant sur le plan du pouvoir, sur le plan de la répression anti-LGTBI, contre les mouvements indigènes, contre le mouvement décentaire, etc. Donc c'est un danger public qui est à la tête de la principale puissance latino-américaine, avec derrière lui l'armée, avec un projet de paramilitarisation de la société brésilienne et d'affrontement direct avec les mouvements populaires brésiliens qui sont parmi les plus puissants de l'Amérique latine. Le mouvement des travailleurs sans terre, par exemple. Qu'est-ce qui a pu conduire à ça? Donc là aussi, je ne vais pas m'étendre, parce qu'on pourra en parler dans le débat. Mais il faut quand même se poser la question sur le plan stratégique. Comment on a pu passer à 12 années de Parti des travailleurs à un président fascisant au Brésil? C'est quand même pas une petite affaire ce qui s'est passé. Comment la gauche, en tout cas ce gouvernement de gauche, a pu terminer dans cette bérésina aussi radicale? Ce qu'il y a eu, vous le savez, c'est déjà un coup d'État qu'on peut qualifier de parlementaire ou institutionnel contre Dilma Rousseff, qui a succédé à Lula da Silva, qui s'est cristallisé autour de la question de la corruption. Il y a eu, et là vous avez vu dans la presse, etc., Intercept, il y a eu effectivement, pas contre Lula, là on va parler de Lula ensuite, mais aussi durant les dernières années de Dilma Rousseff, une politisation croissante et une judiciarisation politique de la question de la corruption, qui a été assumé par une partie du Parlement brésilien, de la droite brésilienne, pour remettre en cause le PT. Ça, c'est vrai. L'impeachment contre Dilma Rousseff, s'est fait sur des arguments de comptabilité, de gestion comptable. Donc là, il y a plusieurs juristes, militants qui disent c'est un coup d'État parlementaire. Ok. Est-ce que ça signifie que le PT n'est pas impliqué dans la corruption? Ben non, c'est ça le petit problème. Le PT est impliqué à plusieurs échelles dans des cas de corruption tout à fait importants. Ça a signifié qu'il y a des cadres du PT qui sont aujourd'hui en prison et qui ont été dénoncés, y compris par des militants du PT. Donc, la droite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise la question de la corruption, mais de là à dire que c'est une manipulation totale, non. En fait, le PT au pouvoir durant ces 12 années a été pris dans les raies, finalement, de l'État brésilien, c'est une grosse machine, de la corruption, d'Odebrecht, de la multinationale Odebrecht, à une échelle finalement mineure par rapport aux autres partis. C'est ça qui est incroyable. Finalement, le PT, c'est le moins corrompu des partis au Parlement et au pouvoir du Brésil. Ça, c'est vrai. Mais c'est quand même un des partis corrompus au pouvoir et au Brésil tout de même. Donc ça, c'est un vrai problème pour le bilan de la gauche brésilienne, qui a d'ailleurs débattu au sein même du PT. En même temps, la puissance de la droite brésilienne, ça a été de mettre en marche une machinerie politico-judiciaire pour, d'une part, mettre de côté Dilma Rousseff, et là, le PT a payé directement les alliances qu'il a nouées pendant des années, notamment avec le centre-droit brésilien, voire avec la droite. Rappelez quand même que celui qui a conduit le coup d'État parlementaire contre Dilma, c'était son vice-président. Et Cunha, qui était à la tête de l'Assemblée nationale, c'était un des alliés du PT au Parlement. Ce sont les mêmes qui ont ensuite planté leur poignard dans le dos au moment où la conjoncture économique se retourne. Et la deuxième carte qui a été jouée, c'était ensuite effectivement l'emprisonnement de Lula.
dont on savait qu'il était frauduleux, et maintenant, même le monde découvre qu'effectivement, c'était frauduleux. On a des preuves, on a des échanges, etc. Ça, c'est donc Lula, qui restait quand même le candidat favori des élections, pour les dernières élections, a été mis de côté grâce à cet emprisonnement. Et ce que la droite brésilienne n'avait pas prévu, parce qu'il pensait rafler la mise, c'est que Temer, celui qui a été l'interrègne, il était à 3% de popularité au moment de la fin du mandat, donc il était complètement carbonisé. La droite pensait pouvoir gagner les élections avec un autre candidat, mais finalement c'est Bolsonaro qui a raflé la mise. Donc il faut réfléchir. Il y a un intellectuel qui a été un des conseillers de Lula dans les premiers mandats, André Singer, qui a écrit un bouquin fondamental sur les sens du lulisme. Ça s'appelle les sens du lulisme. C'est pas Singer, c'est pas l'extrême gauche, c'est pas la gauche trotskiste brésilienne ou anarchiste ou libertaire. C'était un intellectuel organique de Lula dans les premières années. Il a écrit ce bouquin pour faire un premier bilan. Il dit finalement, ce qu'on a construit, le lulisme, c'est une alliance de classe qui s'est transformée en ce qu'il appelle un pacte conservateur. C'est-à-dire, une fois qu'on était à la tête de l'appareil d'État, la seule manière de survivre, qu'on a trouvé de survivre, c'était par exemple le Mencelao, je ne sais pas si vous avez suivi, où Lula distribuait les chèques, avant chaque élection, il distribuait les chèques au Parlement, parce que le Parlement étant tellement éclaté, pour avoir une majorité au Parlement, eh bien, il fallait acheter les députés. Et ce type d'alliance s'est multiplié au fil des années au niveau national, local, régional, et donc la machinerie a complètement transformé le PT au sein d'un pacte qui qualifie un pacte conservateur. Et ça, le prix à payer, c'est aussi la mise à distance des mouvements sociaux, c'est aussi l'intégration de la CUT, l'une des plus grandes centrales syndicales de l'Amérique latine. L'intégration de la CUT aux institutions. Aujourd'hui, la CUT est un des piliers des fonds de pension brésiliens, par exemple. Ils gèrent les fonds de pension avec le patronat. Et évidemment, quand vous êtes en permanent dans ces milieux-là, ben, vous n'êtes plus trop en bas, à gauche, dans les usines ou dans les administrations. Donc là, il y a un problème qui s'est accumulé, qui fait que le dernier mandat de Dilma, rappelez-vous, elle prend comme ministre de l'économie un Chicago Boys, un ministre de l'économie qui a été formé aux États-Unis, qui était un des chefs de la Bank of Boston et qui avait une vision totalement néolibérale, mais assumée, en disant face à la crise, la seule manière de gouverner, c'est l'austérité. Ça, c'était Dilma. Donc voilà, il faut prendre en compte tout ça pour comprendre les retournements de tendance. Effectivement, il y a une offensive de la droite. Effectivement, il y a eu judiciarisation de la politique, de la corruption. Effectivement, il y a eu coup d'État parlementaire. Effectivement, emprisonnement frauduleux de Lula. Mais il y a aussi un contexte politique qui est indispensable à mener si on veut comprendre les dynamiques politiques. Alors là, je suis en train d'être vraiment trop long, j'ai passé plein de choses. Rappelez-nous quand même l'assassinat de Marielle Franco, c'est-à-dire les féminicides, l'attaque systématique contre les mouvements populaires, et aujourd'hui avec un de ses représentants à la tête de l'État brésilien. Si vous voulez, je laisse de côté l'Argentine, on pourra en reparler dans le débat, parce que je ne peux pas tout traiter. Mais là aussi, comment on est passé des bilans des Kirchner à Macri, et aujourd'hui à l'effondrement économique total. Certains parlent d'un retour à 2001, c'est-à-dire un possible défaut de l'économie argentine. Je ne sais pas si vous lisez la presse économique, là ce qui est en train de se passer, Christine Lagarde, le FMI, sont en train d'aligner les chèques les uns après les autres, pour essayer de sauver la tête de Macri aux élections d'octobre. Parce que c'est une calamité, c'est une catastrophe économique, et ils ont peur que ce soit Cristina Kirchner qui regagne l'élection. Et en même temps, Cristina Kirchner vient de faire des gestes vraiment très très clairs en disant « si je reviens, je paierai la dette extérieure, je serai une bonne gestionnaire du capitalisme », ce que Nestor Kirchner appelait le capitalisme sérieux, et pas le capitalisme sauvage néolibéral. Bon. On peut y revenir si vous voulez. Cristina Kirchner vient de faire un geste tactique électoral extrêmement intelligent, à mon avis. Elle s'est retirée en tant que candidate principale pour se présenter en tant que vice-présidente, parce qu'elle aussi, elle a quelques casseroles qui pourraient lui poser problème. Et elle a mis comme candidat à la présidence
celui qui représente la droite du péronisme, qui était d'ailleurs un de ses adversaires auparavant, qui s'appelle aussi Fernandez d'ailleurs, donc ce sera la dupla Fernandez-Fernandez, mais avec ce geste-là, en fait, elle rassure par anticipation les marchés, le FMI et la garantie qu'elle va payer la dette extérieure. Je vous parlais tout à l'heure des mouvements sociaux quand même, évidemment, c'est fondamental. Avant de parler du Venezuela, je vous parlais tout à l'heure d'un cas qui est peut-être intermédiaire, c'est la Bolivie. Où certains disent le seul pays stabilisé de l'ère progressiste aujourd'hui, celui qui a réussi d'une certaine manière, c'est la Bolivie. Les taux de croissance de la Bolivie restent tout à fait favorables, très peu d'endettement, un niveau de réserve en devises qui est le plus fort par habitant de la planète. La Bolivie, si on rapporte au nombre d'habitants, c'est la Bolivie qui a la réserve en devises la plus importante de la planète. Donc là, c'est vraiment une gestion, certains disent de bons pères de famille, c'est un peu machiste comme expression, en tout cas de bons paysans indigènes qui a géré la maison. Mais en même temps, les tendances, les obstacles, les tensions créatives dont parlait Garcia Linera sont aussi des tendances et des obstacles en termes de perspectives émancipatrices. De la place charismatique qu'occupe Morales dans le système politique aujourd'hui, qui fait que c'est lui absolument qui doit se représenter et personne d'autre, au prix y compris de modifier la Constitution qu'il avait pourtant lui-même mise en place, et après avoir perdu un référendum sur cette même question. Donc ça pose quand même des questions, à mon avis, très claires. Le grand dilemme aujourd'hui d'une partie des mouvements populaires, et rappelons que quand même les deux grandes centrales paysannes indigènes en Bolivie sont en conflit avec la gestion Morales sur la question du néo-développementisme. C'est quelle est la pire des situations? Est-ce qu'il faut quand même voter Evo, là, dans quelques semaines, face à une droite qui revient au travers de la figure de Mesa, qui a été un président auparavant plus ou moins néolibéral? Est-ce qu'il faut quand même le voter parce qu'on sera mieux, malgré tout, sous Evo, et finalement lutter contre lui pour faire avancer les choses? Ou est-ce qu'il faut avoir une carte anti-Evo avec le risque que c'est la droite qui revienne au pouvoir? C'est ça le débat qui est actuellement au sein du parti des mouvements populaires boliviens. Ça pose aussi la question, j'y reviendrai en conclusion, parce que là je suis vraiment trop long, je sais, des alternatives à gauche. L'Équateur, là c'est extrêmement intéressant de voir comment finalement la révolution citoyenne a produit sa propre droite endogène. Rappelez-vous quand même que Lénine Moreno c'est le poulain de Rafael Correa, et aujourd'hui c'est le meilleur ennemi de Rafael Correa. Il s'insulte par tweet interposé, etc. Et Lénine Moreno, aujourd'hui c'est un gouvernement de droite, très clairement. La réforme du travail qu'il vient de mettre en place, c'est une réforme néolibérale. Il vient de signer des accords avec les États-Unis, même une partie de la droite latino-américaine se demande si c'est pas un peu trop radical. On en est là. Et c'est Lénine Moreno, hein, l'une des figures de l'Alliance pays, qui est dénoncée aujourd'hui par Rafael Correa. Lénine Moreno, c'est aussi quand même Assange, donc même dans les points les plus... il aurait pu maintenir une éthique, on va dire, même là-dessus, Moreno s'est aligné sur Washington. Autre exemple dramatique, je passe, c'est le Nicaragua, où là c'est une dérive autocratique, carrément, avec 500 morts dans la rue, etc. Bon. Mon camarade Maurice Lemoine n'est pas d'accord avec moi, mais je maintiens. Et le Venezuela, disons que s'il y a deux points clés dans la région, c'est le Brésil et le Venezuela actuellement, évidemment. Le Venezuela, pour son poids, pour l'importance qu'il a eu dans le cycle précédent, le caractère d'impulsion qu'il a eu en termes d'intégration alternative, de remettre sur le devant de la scène la question du socialisme du XXIe siècle, de critiquer les États-Unis, la figure de Chavez, etc. Le Venezuela était vraiment devenu central dans les discussions de l'ensemble des gauches latino-américaines, tout spectre confondu. Évidemment, la mort de Chavez a impacté un processus qui était fortement charismatique. Certains le qualifient de populisme de gauche, et certains le revendiquent comme populiste de gauche. La figure donc nationale populaire de Chavez était tellement centrale que sa disparition déjà a mis un très fort coup au processus bolivarien.
Et en même temps, les problèmes venaient d'avant, mais se sont accumulés. L'un, c'est la question de la pétrodépendance, qui est vraiment au cœur de la crise actuelle. Le fait que plus de 90% des exportations vénézuéliennes soient du pétrole, évidemment, quand le baril chute, est divisé par 3, par 4, ça provoque un effondrement économique. D'autre part, il y a la question de la gestion politique de Nicolás Maduro à partir de 2013 et surtout à partir de 2015. Vous savez qu'en 2015, l'opposition gagne les élections très majoritairement et gagne donc l'Assemblée nationale. Les 2/3 de l'Assemblée nationale sont dans les mains de l'opposition. Et donc cette victoire électorale fait que la réaction dans un contexte de crise économique, la réaction de Maduro, c'est de durcir le pouvoir et de prendre des mesures. Si c'est, si c'est Macri qui avait pris ces mesures-là, toute la gauche mondiale aurait crié à l'autoritarisme. Et ça, je peux vous le garantir. C'est Maduro qui a pris ces mesures-là, et donc pas mal de gens étaient gênés aux entournures. Mais qu'a fait Maduro? Il a annulé le pouvoir législatif, purement et simplement, au travers du tribunal suprême qu'il contrôlait directement, majoritairement, et a mis en place sur le tas, en fait, une assemblée nationale constituante, mais sans respecter les engagements de Chavez, qui avait dit l'assemblée nationale constituante, ça passe toujours par un référendum, c'est approuvé par le peuple. Là, ça n'a pas été approuvé par le peuple. Et cette assemblée nationale constituante, aujourd'hui, s'est substituée au pouvoir législatif pour donc mettre en desacato, je ne sais plus comment on dit, de côté, ça, le pouvoir législatif contrôlé par l'opposition. Le processus bolivarien est en proie à des attaques extérieures, effectivement, ça c'est certain. Les États-Unis ne laissent pas la plus grande réserve de pétrole de la planète tranquillement comme ça aux mains de populistes de gauche, on va dire. Donc, effectivement, le processus bolivarien, depuis le début, est en proie à des agressions extérieures, des États-Unis notamment, qui ont fait un peu tout, rappelez-vous le coup d'État 2002, etc., et qui là, face à la crise, ont repris du poil de la bête pour essayer de mettre dehors Maduro. Vous avez eu l'autoproclamation de, je ne sais pas si je l'ai, de Guaido comme président, donc autoproclamé, lui-même étant président par intérim, parce que c'est rotatif, de l'Assemblée nationale mise de côté par Maduro. Il y a une guerre économique au Venezuela, en tout cas les sanctions mises en place depuis 2017 par les États-Unis coûtent des milliards de dollars à l'économie vénézuélienne et ont des effets concrets dans l'appauvrissement des Vénézuéliens, sur la santé, sur les hôpitaux, et ça aussi c'est tout à fait vrai. Est-ce que l'explication seule et unique de l'effondrement du processus bolivarien, ce sont les agressions des États-Unis et l'impérialisme? Moi, je pense que c'est une grave erreur. La crise en cours, elle est le produit d'une accumulation de mauvaise gestion, de corruption. Le niveau de corruption au Venezuela est catastrophique. Et toute perspective émancipatrice ne peut pas mettre ça de côté, c'est pas possible. C'est-à-dire la question de la corruption, la question de la gestion de l'État bolivarien, la question de ce qu'on appelait la bolibourgeoisie, qui vit sur la bête, qui a des comptes à Miami, qui vit dans des villas avec des domestiques, etc., et qui ont une belle chemise rouge bolivarienne, mais ça c'est une réalité du processus bolivarien, qui s'est accumulée avec le temps et qui fait que dans le cas de la crise économique, eh bien, la réponse a été un tour de vis autoritaire, qui fait qu'aujourd'hui, il y a toujours une partie des classes populaires qui soutiennent Maduro. Effectivement, on estime que 25%, il y a un cœur dur du chavisme qui reste derrière le processus. Mais en même temps, quand même, il y a eu des Vénézuéliens qui votent avec leurs pieds, si vous voulez, puisqu'on parle de 4 millions de personnes qui ont fui le pays. Parce qu'il y a la faim, l'effondrement du système de santé, l'effondrement du système électrique, etc., etc., face à une opposition qui est, et une droite notamment, qui est agressive. Hein. Ce n'est pas des enfants de cœur. Ils ont essayé, leur objectif, c'est le renversement de Maduro. Ils ont occupé la rue, mais en face, ce n'est pas des enfants de cœur non plus. Les colectivos qui viennent faire les matons dans les manifs, etc., c'est aussi une réalité.
Et ce qui est tout à fait inquiétant, c'est la multiplication des exécutions extrajudiciaires. Si vous lisez le rapport de l'ONU, la Commission des droits de l'homme sur le Venezuela, vous pouvez dire l'ONU, on n'est pas neutre, etc. Ok, mais il y a quand même une accumulation de preuves qui fait que il y a la multiplication des exécutions extrajudiciaires aussi au Venezuela. Alors, on n'est pas au niveau de la Colombie, on n'est pas au niveau du Mexique, ça c'est tout à fait vrai. On n'est pas au niveau ni même de certains pays d'Amérique centrale, c'est tout à fait vrai. Mais en termes d'émancipation bolivarienne, ça pose tout à fait problème. Et je conclus, parce que j'ai laissé plein de choses de côté pour le débat, sur la question des alternatives. Est-ce qu'on est forcément face à un scénario qui nous conduit droit dans le mur en Amérique latine et où il n'y a pas finalement de solution? En tout cas, il y a de nombreuses luttes, de nombreux mouvements populaires, on peut dire en bas à gauche. Si vous voyez la dynamique des luttes féministes, c'est à mon avis un point essentiel de la conjoncture qui touche non seulement au patriarcat, mais finalement au capitalisme directement. Parce que c'est des mobilisations d'un féminisme radical, d'un féminisme qu'on pourrait dire qui n'est pas libéral, qui bien entendu pose la question de l'autodétermination des corps, de la sexualité, mais aussi du patriarcat, du capitalisme patriarcal, comme dirait Federici. Et c'est un mouvement de masse, c'est ça qui est intéressant. Si vous avez vu les images en Argentine, au Mexique et au Chili, c'est vraiment des mouvements de masse qui ont réussi à mobiliser très massivement et qui font trembler finalement les ciments de la domination sociale, patriarcale dans ces pays-là, avec des perspectives émancipatrices. Donc là, on a vraiment un point très positif, clair. D'autre part, le syndicalisme. Un des bilans difficiles de l'ère progressiste, c'est que toute une partie des organisations syndicales ont été cooptées par les institutions et donc ont perdu une partie de leur radicalité et de leur combativité de classe. Donc dans la conjoncture actuelle, le défi c'est comment remettre en place un syndicalisme combatif pour affronter ce qui vient ou pour affronter ce qui est déjà en place. Par exemple, Bolsonaro. La CUT, par exemple, est très mal en point au Brésil, ce qui explique ces difficultés à remettre en place, bon là il y a quelques jours il y a eu une grève générale, mais qui était portée par les collectifs les plus combatifs du syndicalisme brésilien. Mais bon, cette grève générale du 30 mai, c'est la démonstration qu'il y a de la résistance sociale. Les Brésiliens et les Brésiliennes ne vont pas se laisser faire, et il y a de l'organisation sociale. La même chose en Argentine. L'Argentine, il y a eu quand même 2 grèves générales au cours des derniers mois. Bon, nous, on ne l'a pas fait depuis un bon moment. Hein. Les forces paysannes, par exemple le mouvement des Sans-Terre au Brésil, mais dans plusieurs pays de la région, le mouvement indigène qui reste mobilisé sur la question justement de l'extractivisme, du modèle de développement. Bon, là, vous avez les manifs, moi j'étais portuaire des dockers au Chili, qui vraiment donnent du fil à retordre au gouvernement, et notamment au gouvernement du multimillionnaire, le Berlusconi chilien Piñera. Il y a tout un réseau de coopératives et d'expériences de pouvoir populaire par en bas. Par exemple, au Venezuela, là, c'est Coste Sola, c'est une immense coopérative. Bon, ben là, on est dans une coopérative, par exemple. Ces espaces-là, ben, il y en a plein en Amérique latine. Des entreprises récupérées, des médias communautaires, des jardins partagés, etc. Je ne dis pas que c'est la solution en soi, mais c'est quand même un réseau d'alternatives qui sont intéressantes dans une conjoncture de recul et de crise économique, pour pouvoir résister et penser comment à se réorganiser. Il y a les questions épineuses des gauches dites radicales ou révolutionnaires, c'est-à-dire face aux échecs ou au reflux des progressismes, des expériences nationales populaires, face à l'arrivée des gouvernements conservateurs aux extrêmes droites. Y a-t-il des alternatives possibles du côté des gauches révolutionnaires, des gauches dites radicales, des gauches qui ne sont pas participées au gouvernement d'un période? Pour l'instant, non. Elles sont minoritaires, elles sont divisées, elles sont parfois dogmatiques aussi, et donc ça pose la question de quelle proposition, à la gauche de la gauche, on peut dire, face à ce scénario de crise des progressismes, reflux conservateur et montée en force des extrêmes droites. Par exemple, les camarades de Maria Socialista au Venezuela, qui ont une analyse très très critique
du bilan de Maduro, très très critique, mais en même temps qui politiquement pèse très peu, donc qui ne peuvent pas incarner une alternative entre l'enclume et le, comment on dit ? Le marteau. Le marteau et l'enclume, on va dire. Entre le Guaido, Trump et Maduro, la bourgeoisie, quelle alternative aujourd'hui au Venezuela? C'est extrêmement compliqué. Et pour finir, quand même, malgré tout, donc si on regarde avec le temps, on est à 25 ans de l'expérience zapatiste, on pourra dire tout ce qu'on veut, mais ils sont toujours là, ils sont toujours organisés, ils ont résisté, ils vivent encore une nouvelle militarisation, mais ils ont démontré, effectivement, ils n'ont pas incarné une alternative pays au niveau national, mais ils ont incarné une véritable alternative régionale qui a résisté dans le temps. 25 ans, c'est quand même important, et donc il faut quand même leur rendre hommage également. Et c'est fini pour moi. L'Amérique latine, c'est quand même toute une réflexion qui est centrale à mon avis, où on parle d'écosocialisme aujourd'hui. Il y a toute la réflexion qui nous vient d'Amérique latine sur le bien vivre, qui est vraiment fondamental à mon avis, parce qu'il y a une accumulation historique. Et alors, c'est pas pour faire de l'exotisme, parce que ça existe aussi. Hein. Bon, les bons indigènes, on a cherché les bons révolutionnaires, maintenant c'est les bons indigènes. Il y a plein de communautés indigènes qui votent, par exemple, pour l'extraction pétrolière. Les communautés indigènes sont aussi prises dans les raies du capitalisme, ils ont des portables, des bagnoles, etc. Mais il y a d'autres communautés indigènes déjà qui résistent. Et d'autre part, il y a une accumulation aussi théorique de réflexion sur quelles pourraient être les alternatives en termes de bien vivre, nous ce qu'on appelle plutôt écosocialisme ici, face aux échecs des progressismes ou du capitalisme d'État, mais aussi face à l'impérialisme et au néolibéralisme. Voilà, je vous remercie.